Mais l'idée, c'est s'impliquer dans la chirurgie cardiaque et a fortiori chirurgie cardiaque pédiatrique, avec toutes les techniques qui sont utilisées, c'est se confronter à la fois au risque thrombotique hémorragique, ce d'autant qu'on va utiliser des techniques qui, si elles ont débuté chez l'adulte pour des raisons de poids, de taille, avec une certaine facilité technique, eh bien les pédiatres ont décidé de les utiliser également, avec cette contrainte de poids et de taille et d'âge qui font que l'exercice pédiatrique de la chirurgie cardiaque, de la circulation extracorporelle, de l'ECMO et de l'assistance de longue durée reste quand même un challenge technique et humain particulièrement difficile. Et pour ceux qui souhaitent faire de la recherche, l'hémostase, dans ce contexte-là, bien sûr, est un champ d'investigation tout à fait incroyable euh, que je vous encourage à vous lancer dedans. Bref, rappel physiologique. Bon, on va enfoncer quelques portes ouvertes. Vous voyez que ça date des débuts du milieu du XXe siècle. Donc, c'est que notre connaissance de l'hémostase est quand même assez récente au final, avec cette voie extrinsèque qui est intéressante lorsqu'on fait de la chirurgie, avec cette activation du tissu, du facteur tissulaire. Cette voie intrinsèque dont on va parler, qui elle est plus sollicitée par ces surfaces artificielles, avec un élément clé Excusez-moi, qui est... Oui, excusez-moi, la diapo, ça reste toujours sur la première. très bien. Alors, il y a un souci. Est-ce que ça reste toujours sur la première? Je vais arrêter le partage. Est-ce que si je fais ça, Là, on voit rien. ok. Et là, je suis désolé, c'est une histoire de double écran. Partager. Et là, Oui, il y a un diapo, la 4. d'accord. Là, donc là c'est là où on Ouais. en était. Et si je remets comme ça, vous continuez à voir? Oui, oui, on Ouais. voit, Très ouais. bien. Euh, voilà, donc la voie extrinsèque, je disais, qui est celle de la chirurgie, la voie intrinsèque qui est celle du circuit. Tout ceci va dans le sens de la formation du complexe prothrombinique et de la formation de thrombine. Et après, c'est l'élément essentiel qui est la fabrication du caillot de fibrine, qui est comment dirais-je, la condition sine qua non à la solidité du caillot. Un modèle, vous savez tous, dynamique, qui correspond à 3 phases. Une phase d'initiation avec cette activation du facteur tissulaire, avec ce fameux facteur 7 activé. Voilà. Et après, une fois que les premières molécules de thrombine sont formées, il y a une phase d'amplification qui correspond au pic de thrombine. Et puis, enfin, une stabilisation de ce caillot avec la formation de la fibrine et cette stabilisation avec ce facteur très activé qui stabilise le facteur le caillot de fibrine. Les plaquettes, elles sont activées par deux voies indépendantes, l'expression du facteur tissulaire qui aboutit à la formation des premières molécules de thrombine, aboutit à l'activation plaquettaire. L'exposition du sous-endothélium également est une puissante activation, puissant vecteur d'activation des plaquettes par les facteurs Von-Willebrand. Et enfin, les plaquettes activées expriment un certain nombre de récepteurs qui vont favoriser la formation du caillot. L'endothélium, très rapidement, cette image qui est là pour vous évoquer que l'endothélium est un organe
comme un autre, hein, avec différentes molécules à sa surface qui sont tout à fait essentielles pour la régulation, l'homéostasie. Vous voyez que en fait, c'est tous ces traitements de surface qu'on essaye d'appliquer au circuit de CEC, bah, le but, c'est de reproduire quelque chose qui s'approche de la physiologie de l'endothélium pour réguler cette coagulation. Le nouveau-né, l'enfant présente une hémostase particulière par rapport à l'adulte, hein. Il y a une évolution de cette hémostase au cours de l'âge. Vous voyez que les facteurs prothrombine, le niveau de fibrinogène, les différents facteurs de coagulation ont une expression différente selon l'âge, avec chez le nouveau-né en général des expressions assez faibles. Mais si vous même chose pour d'autres chez le prématuré. Et là, vous voyez qu'en normalisant, alors ça s'exclut un petit peu le nouveau-né, mais du gros de 1 à 5 ans, vous voyez que globalement, il existe un petit déficit de facteurs si on considère le 100% comme étant l'hémostase de l'adulte. Et donc, il y a donc une physiologie hémostatique particulière de l'enfant. C'est une autre façon d'exprimer par cette diapositive, hein. Vous voyez que c'est la génération de thrombine. En gris, ici, vous avez le boost de thrombine une fois que la coagulation est activée d'un adulte. Et vous voyez que l'enfant, lui, notamment le nouveau-né, il a un boost de thrombine d'abord qui est moins élevé en valeur absolue. Et puis deuxièmement, vous voyez que il est décalé dans le temps. Donc, ça, ce sont des choses qui sont importantes à considérer en principe. Même chose pour les inhibiteurs de la coagulation, notamment cette fameuse antithrombine 3 dont on va parler un petit peu plus tard. Il existe, vous voyez que chez le nouveau-né, avoir 60% d'antithrombine, c'est normal. Il ne faut pas considérer que c'est un déficit. Même chose chez le prématuré. Vous voyez qu'il existe une petite corrélation, enfin une relative stabilité de ces niveaux d'antithrombine si on considère, si on le normalise par rapport aux valeurs de l'adulte. Donc il n'y a pas de gros déficit, si on peut dire. Il existe également des modifications âge dépendantes de la fonction plaquettaire et du fibrinogène. Il y a une augmentation de l'adhésion plaquettaire liée à l'augmentation du taux de plasmatique et de l'efficacité du facteur von Willebrand. Il y a certains déficits en valeur absolue des facteurs de coagulation sont compensés par d'autres techniques. Il y a une moindre réactivité aux autres antagonistes. Et, cette réactivité plaquettaire, elle est normalisée à J9 de vie. Le fibrinogène néonatal est moins efficace, on va le voir un petit peu plus loin. Et la fibrinolyse moins efficace. Ce qui veut dire que si on fait le bilan un petit peu des processus thrombotiques et hémorragiques, et si on considère l'adulte comme référence, eh bien, si vous faites attention au seuil de thrombose et au seuil d'hémorragie qui sont montrés sur ce diagramme à la faveur d'une intervention chirurgicale, ben, vous voyez que l'enfant va saigner plus vite, plus facilement, et il va thromboser plus précocement. C'est donc vraiment une particularité pédiatrique de l'hémostase qui nous invite un petit peu à la prudence, que ce soit dans le dépistage des hémorragies et dans leur correction, on va le voir un petit peu plus loin. Alors les surfaces artificielles, hein, c'est un vieux papier, vous voyez, de 1996. Les auteurs, c'est de l'ECMO, donc vraiment un travail vraiment des équipes qui étaient très affûtées. Pour commencer, l'ECMO pédiatrique et néonatal dans ces années-là. Dose les facteurs 1 et 2 de la prothrombine qui
sont des marqueurs de l'activation de la thrombine, y compris le complexe thrombine-antithrombine. Et vous voyez que lorsqu'on usage de référence pré-CEC, et là, vous voyez qu'il y a un boost de ces marqueurs d'activation de la thrombine, dont on va examiner les mécanismes. Et vous voyez qu'il existe également des marqueurs indirects de fibrinolyse et de consommation et d'activation de la coagulation. C'est de l'adulte, mais c'est toujours intéressant en termes de physiopathologie de comprendre qu'est-ce qui se passe, en quoi la circulation extracorporelle modifie l'hémostase. Et vous pouvez, le circuit de CEC est bien sûr plus volumineux, mais en première approximation, bah, on peut décliner ça également sur le circuit, le circuit d'ECMO de l'adulte. Vous voyez que lorsqu'on fait un priming au clair, hein, c'est-à-dire que le circuit de CEC, il n'y a pas de produit sanguin dans le circuit de CEC au moment de la connexion de ce circuit sur le malade, bah, vous observez une dilution hein, de tous les facteurs de coagulation, de la prothrombine, de l'antithrombine, du fibrinogène, et c'est assez logique compte tenu de ce qui se passe, compte tenu du volume du priming qui va diluer ces facteurs de coagulation. Mais si vous examinez l'activation de la thrombine, vous observez qu'en valeur absolue, il y a une activation de la thrombine durant la circulation extracorporelle. Et si par un mécanisme, par informatique, vous contrôlez ces mesures d'activateurs de la thrombine en tenant compte de l'hémodilution, vous observez qu'effectivement, il existe bien une augmentation de la génération de thrombine durant la CEC. Il y a donc une activation de la coagulation avec deux pics d'activation qu'on identifie très bien. Et ça correspond en fait au démarrage de la CEC. Et vous voyez, ce deuxième pic, c'est le déclampage de l'aorte. Donc il y a ces deux éléments. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes à considérer. Et le circuit de CEC a lui aussi en tant que tel, indépendamment de la lésion chirurgicale, je ne vais pas dire de lésion chirurgicale, mais enfin en tout cas des effets directs de la chirurgie sur les tissus et de l'activation de la coagulation par ce système. Vous voyez qu'il y a 4 éléments, hein, notamment l'activation du facteur contact. Hein. Le facteur contact, c'est l'association du facteur 12, du facteur 11, du kininogène de haut poids moléculaire et de la kallikréine. Hein, qu'est-ce qui se passe en fait les surfaces artificielles donc du circuit de CEC va activer le facteur 12 qui lui-même va activer de la kallikréine et donc qui va conduire à la libération de bradykinine et qui va puissamment activer des facteurs de fibrinolyse. Et par ailleurs, la bradykinine va activer la voie du complément qui est également un facteur qui va orienter vers l'inflammation. Au niveau de la fibrinolyse, pendant la CEC, on observe une augmentation du TPA de façon assez importante, ainsi que de la plasmine, avec entre autres résulte donc aussi un élément qui va agir sur la voie du fibrinogène, mais également une dysfonction plaquettaire, parce que la plasmine va se fixer sur les récepteurs, certains récepteurs plaquettaires, et le cas échéant, aboutir à une dysfonction plaquettaire. L'inflammation, on a parlé de l'activation du complément, hein, qui est une mode d'entrée dans l'activation de l'inflammation. Il existe par ailleurs des adhésions des polynucléaires neutrophiles, enfin des leucocytes, dont les polynucléaires neutrophiles monocytes sur la surface du circuit de CEC, avec libération de facteurs tissulaires, une augmentation de la production de la protéine C activée, qui peut aboutir, dans certaines circonstances, à une dysrégulation de la production de cytokines et aboutir à une augmentation de la perméabilité capillaire. Et enfin, il existe des effets plaquettaires qui vont plutôt dans le sens plutôt dans le sens enfin, dans le sens de procoagulation, quoi.
Alors, le priming de la CEC chez l'enfant, est-ce qu'il existe des datas forts pour nous guider un petit peu dans ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre du plasma systématiquement? Est-ce que oui, est-ce que non? Alors, il y a quelques éléments de réponse. La CEC pédiatrique, euh, c'est souvent associé à une transfusion de produits sanguins allogéniques. Faire un priming clair, on l'a vu sur les diapos précédentes, ça entraîne une dilution qui, chez les plus petits, n'est pas tolérable, bien qu'il existe quand même de plus en plus de publications sur des primings strictement clairs, même chez le nouveau-né, pour des interventions plutôt rudes, hein, comme des switches, etc. Donc ça, c'est le fait d'équipes particulièrement affûtées dans leur technique de CEC, avec des circuits très étudiés, personnalisés et réduits en termes de volume, avec une ergonomie de la table d'opération, du champ opératoire particulièrement fait. Là, c'est un très beau papier qui date un petit peu maintenant, 2020, enfin 5 ans, c'est pas fou non plus. Très beau papier de nos amis belges de Bruxelles qui font une étude prospective randomisée. Ils s'intéressent, c'est hors nouveau-né, hein, les nouveau-nés ne sont pas concernés par cette étude. Vous voyez que ces enfants, ils ont en moyenne 20 mois. Le principe du travail, c'est de voir si on pouvait, chez ces enfants-là, au-dessus de 7-10 kilos, vous voyez que là, le poids moyen, c'est 9-10 kilos, si on peut se passer de mètres de plasma dans la CEC avec la réalisation de 2 groupes. Et ce que montre cet article, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de pronostic, en termes de saignement post-opératoire. Il n'y a absolument aucune différence. Et leur algorithme de transfusion et d'hémostase était guidé par deux éléments, la biologie classique, mais aussi la thromboélastométrie et puis une évaluation de la fonction plaquettaire par multiplex qui permettait de guider de façon très très protocolée, hein, et ça c'est un très bel algorithme, leur prescription de produits hémostatiques. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence entre les deux groupes, que lorsqu'on utilise les cristalloïdes et un priming au plasma, il n'y a pas de problème particulier. Donc ça valide l'idée que au-delà de globalement 8 kg, 9 kg, on peut faire des primings au clair sans conséquence. Enfin, en tout cas, on peut se passer du plasma dans la CEC et que ça n'a pas d'impact sur la qualité de l'hémostase post-opératoire. Sur des opérations qui sont plutôt exigeantes d'ailleurs dans ce. C'est une conclusion que retrouve un peu cette conférence de consensus nord-américaine, qui date un petit peu elle aussi. Simplement, les auteurs suggèrent qu'il faut rajouter du plasma dans le dans le priming de la CEC, notamment pour les nouveau-nés. Et pour les autres, sur l'absence de data, alors c'était avant bien sûr la sortie de cette étude, ils ne pouvaient pas recommander l'addition de plasma dans la CEC pour les enfants au-delà de 30 jours. L'anticoagulant de référence est bien sûr l'héparine. Vous vous rappelez l'héparine comme le principe de fonctionnement de l'héparine. C'est bien sûr la partie stratégique de l'héparine, hein, c'est le pentasaccharide terminal qui va se fixer sur l'antithrombine et qui va former des complexes entre les facteurs 2 et les facteurs 10 et séquestrer en fait ces facteurs procoagulants et donc créer l'élément anticoagulant de l'affaire. Et ce que vous voyez, c'est que donc ces chaînes d'héparine non fractionnées, ces chaînes d'héparine, elles ont une longueur qui est très variable. Et lorsqu'on prescrit une héparinothérapie, vous voyez qu'il y a les molécules efficaces qui sont celles que je signale avec le pointeur,
mais la quantité de molécules d'héparine qui sont séquestrées soit sur les cellules endothéliales, sur les cellules qui circulent, sur les protéines endovasculaires, en fait, on comprend que c'est une chose de prescrire une dose d'héparine et qu'il est impératif d'évaluer son efficacité parce qu'elle est soumise à question au regard de cette affinité de la molécule pour autre chose que sa cible thérapeutique. Ce que suggère, donc ça c'est les vieux papiers d'Anesthesia Analgesia, ce que suggère en fait cette diapositive, c'est que pour le nouveau-né, une dose standard d'héparine ne suffit pas, il faut certainement augmenter la dose d'héparine rapportée au poids. Et l'explication, c'est que lorsqu'on compare les grands enfants et les nouveau-nés, la production de thrombine est beaucoup plus importante pendant la CEC que pour les autres enfants. Et ce qui explique que, on peut le dire aussi, qu'il y a une moindre sensibilité à l'héparine. C'est une autre façon de le dire. Enfin, le boost de thrombine per CEC est plus important chez le nouveau-né que chez les autres enfants. Ce qu'on retrouve un petit peu cette diapositive, lorsqu'on fait de l'héparine basée sur un protocole basé sur le poids, il faut faire des doses supplémentaires d'héparine. Donc là, s'ils utilisaient un système de contrôle de l'antidissa qui n'est plus du tout, qui n'est pas utilisé en Europe, en tout cas pas en France. Et donc ça rejoint un petit peu la conclusion de la diapositive précédente, plus d'héparine chez le nouveau-né que par rapport aux autres enfants. Et là aussi, on retrouve un déficit des antithrombines, dont on parlera un petit peu plus tard. C'est une façon d'aborder un petit peu ce problème de la sensibilité à l'héparine et de la résistance à l'héparine au cours de la CEC. Lorsqu'on parle de résistance à l'héparine, ça veut dire, il n'y a qu'un seul mécanisme, c'est que le complexe héparine AT3 ne se forme pas. Il n'y a pas de, donc il y a plusieurs explications à ça. Soit il y a une consommation d'antithrombine, soit il y a une perte d'antithrombine qui tient à différentes pathologies, soit il y a un dosage insuffisant d'héparine, soit il y a une séquestration de l'héparine, un petit peu comme on l'a vu sur le schéma. Si on veut décliner un petit peu tous les mécanismes de résistance à l'héparine, il y a ce qui relève de l'antithrombine et puis ce qui relève d'autres pathologies. Et vous avez dans la littérature des publications récurrentes sur le fait qu'il y a des résistances à l'héparine qui persistent malgré la substitution d'antithrombine. Et puis donc ça renvoie à tous ces facteurs-là. Bien sûr, vous avez la thrombophilie, donc si vous transfusez beaucoup de facteurs de coagulation et des plaquettes, mathématiquement, il va y avoir une moindre efficacité de l'héparine. C'est un petit peu ce qu'on dit dans les façons d'analyser et de gérer ces résistances à l'héparine. C'est issu de, donc vous avez un petit algorithme, qui est un algorithme adulte, il faut simplement l'adapter à la pédiatrie. Donc on propose la dose initiale d'héparine, enfin chez nous c'est plutôt 400 unités kilo. Si vous avez votre ACT supérieur à 400, chez nous c'est supérieur à 400, dans la littérature nord-américaine c'est supérieur à 480, vous pouvez y aller. Si vous êtes sous thérapeutique, bien sûr vérifiez que l'héparine a bien été faite dans le malade, à tel point que dans certaines équipes, c'est le chirurgien qui fait l'héparine en fonctionnant l'oreillette droite. Donc, voilà. La première étape, c'est refaire une petite dose d'héparine, voir si l'ACT est normalisé. Et après, on vous propose de mesurer l'antithrombine 3 et d'administrer de l'antithrombine 3, soit sous forme recombinante, soit sous forme de plasma. Et si toujours l'ACT ne va pas, il faut checker l'antidissa. Et
mesurer l'anti-DISA plutôt comme guide. En tout cas, c'est ce qu'il propose. Et après, vous avez des décisions plutôt dures à prendre, hein, si vous n'arrivez pas du tout à obtenir l'anticoagulation. Ça, c'est des situations dans lesquelles personnellement je ne me suis jamais retrouvé. Là, c'était un petit papier pour vous montrer que donc dans ce travail, les auteurs définissaient donc la résistance à l'héparine comme ayant un ACT inférieur à 480. Ils faisaient deux groupes ensuite, un groupe antithrombine et un groupe placebo. Et en fait, ils montrent que l'adjonction de 75 unités kilo d'antithrombine 3 recombinantes permettait de réobtenir, comme vous voyez, les niveaux d'ACT ici, un niveau d'anticoagulation basé sur l'ACT efficace, de façon plus efficace que si on faisait du plasma. Les recommandations nord-américaines vous recommandent d'utiliser l'ACT comme technique de monitorage de la CEC. Ça reste le moniteur, l'examen de référence pour monitorer la profondeur d'anticoagulation durant la CEC. La mesure de l'anti-DISA, donc c'est une mesure de la présence d'inhibiteurs de l'anti-DISA et c'est pas spécifique de l'héparine. Et quant à la mesure du TCA, enfin donc la PTT comme on dit, il est infini pour des ACT aux alentours de 200, donc c'est pas du tout fiable pour la CEC. Là, vous avez les objectifs nord-américains. Chez nous, c'est supérieur à 400. La dose initiale de 400 unités kilo, à titre personnel, c'est celle que je fais. J'ai des collègues qui font plutôt 300 ou 400. Enfin, ça dépend un petit peu de vos pratiques de service. Et on vous propose, en cas de résistance à l'héparine, et en l'absence d'antithrombine, donc ça suggère que doser l'antithrombine en préopératoire, c'est pas quelque chose d'inutile. Au moins, vous savez d'où vous partez. D'abord d'administrer une dose de 300 unités kilo d'héparine supplémentaire, et puis ensuite de considérer soit la transfusion de plasma, soit la supplémentation d'antithrombine. Nous, on irait plutôt sur l'antithrombine. L'antagonisation de l'héparine par la protamine. Ces recommandations nord-américaines sont basées sur le calcul de l'héparine concentration et sur un appareil qui donne la dose, donc c'est pas du tout quelque chose d'applicable chez nous. Mon expérience montre que lorsqu'on fait de la protamine du 1 pour 1, en tout cas, lorsque vous faites cette antagonisation, il faut vraiment tenir compte de toutes les doses d'héparine qui sont faites et notamment celle qui a été faite dans le circuit avant connexion. Hein, elle compte également. Ce que veut dire cette recommandation, c'est que les auteurs suggèrent que la dose de protamine est légèrement inférieure à la dose totale d'héparine, ce qui, dans mon expérience personnelle, est contradictoire. Enfin, là, après, il y a tellement de choses qui rentrent en facteur dans l'antagonisation et cette, si vous voulez, cette expérience, elle est basée sur l'utilisation des thromboélastométries où on voit très bien lorsqu'il reste de l'héparine dans le malade. Enfin bon, en gros, il faut faire au maximum du 1 pour 1, si possible un petit peu moins. Alors pourquoi ces recommandations? C'est l'idée, l'hypothèse que l'excès d'héparine peut aggraver le saignement et vous avez là ici l'explication physiopathologique de l'excès d'héparine. Vous voyez que normalement, quand on fait le caillot plaquettaire, il y a le PF4 qui est chargé positivement. C'est une question d'électricité et d'anions et de cations. Lorsque vous faites le PF4 avec l'héparine, dans l'héparine, donc les molécules de PF4 se mettent sur l'héparine et donc les plaquettes, il y a plus d'adhésion, il y a moins d'adhésion plaquettaire
lorsque vous antagonisez l'héparine avec la protamine, vous captez ces molécules d'héparine et le PF4 est à nouveau présent avec quelques molécules de protamine qui sont chargées positivement et qui recréent un petit peu de la cohésion entre les plaquettes. Et si vous avez de l'excès de protamine, vous avez l'absorption de ces charges positives de protamine euh, fait que la qualité de l'adhésion plaquettaire, en tout cas médiée par ces mécanismes-là, est moins importante et peut-être à l'origine d'un excès de saignement. L'acide tramhexamique, vous avez plein d'études avec plein de protocoles possibles. Ici, c'est un papier d'anesthésiologie qui s'intéresse à la pharmacocinétique de l'acide tramhexamique chez l'enfant et qui propose différents types de schémas. Chez nous, on fait 15 mg kilo en 1 heure à l'induction, puis 10 mg kilo heure. On n'est pas les plus radicaux en termes de dose. Chaque C'est plutôt un dosage qui est plutôt correct et qui est associé, si on en croit en tout cas ce papier, à une présence tissulaire d'acide trimethylamique plutôt pas mal. Cette pratique est encouragée par les recommandations. On vous dit de faire attention aux fortes doses d'acide tramhexamique avec le risque principal, c'est un risque comicial, notamment chez le nouveau-né où la barrière cérébro-méningée est un petit peu plus perméable. Moi, personnellement, je n'ai jamais été le témoin d'augmentation, d'une augmentation de comicialité depuis qu'on l'utilise. On vous propose, vous voyez, le schéma qui vous est proposé, c'est des doses qui sont inférieures aux nôtres, 30 mg kilo puis 10 mg kilo heure pour les enfants de moins de 1 an. Donc on est L'élément important, ça c'est quelque chose qui est assez, lorsqu'on veut définir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une hémorragie dans les suites de chirurgie cardiaque pédiatrique, vous voyez que vous avez autant de définitions que de, de publications. Et donc l'idée de la publication qui va suivre, c'est d'essayer de définir l'hémorragie au regard d'un excès de morbidité et d'un excès de mortalité. Et c'est ce que fait c'est très beau papier là de Rachel Berkowitz, qui date un petit peu maintenant, mais qui a le mérite d'être assez intéressant et qui vous propose une définition du saignement excessif dans les suites de chirurgie cardiaque. Donc voilà la définition, plus de 7 ml/kWh sur 2 heures consécutives dans les 12 premières heures post-opératoires, ou alors plus de 84 ml/kg dans les premières 24 heures. La nécessité de réexplorer le médiastin pour saignement ou la survenue d'un hémopéricarde avec tamponnade dans les premières 24 heures. Et ça, c'est la première étape. Et après, ils testent leur hypothèse sur de la faveur d'une cohorte prospective. Et ils valident un petit peu cette définition. Ici, je vous ai mis les courbes pour les non-Norwood, parce que le Norwood, c'est caricatural. Donc, c'est tous les autres patients qui n'ont pas de chirurgie de Norwood. Et vous voyez que donc IHD, c'est décès en hôpital. Vous voyez qu'il existe une différence significative pour la mortalité et une différence significative également pour les durées de séjour, à l'hôpital. Donc, c'est une bonne définition. Les facteurs corrélés au saignement, vous les connaissez, mais il n'est pas inutile de les rappeler. L'âge, l'hématocrite, l'hémodilution, la chirurgie complexe, ça reste quand même un élément clair. Plus la chirurgie est complexe, plus il y a de points sur les gros vaisseaux, plus il y a de points partout, quoi. Ça va saigner sur tous ces petits points de ponction. L'utilisation d'un arrêt circulatoire, d'une hypothermie, la cyanose préopératoire, le rédux. Alors ça score à partir au-delà de la 3e sternotomie.
les durées de CEC, dans les sténoses aortiques adultes, il existe une activité von Willebrand qui peut être diminuée avec un facteur, un élément qui va dans le sens plutôt de l'hémorragie et qui, une fois la chirurgie faite, est restauré après chirurgie. Et bien sûr, tout le sang récupéré qu'on retransfuse, c'est pas du sang parfait. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais néanmoins, les qualités hémostatiques de ce sang ne sont pas forcément optimales. Et enfin, il existe des profils fibrinolytiques jusqu'à 6 heures après la circulation extracorporelle. L'ultrafiltration, deux effets, l'hémoconcentration, anti-inflammatoire, bon, je crois qu'on peut dire que non. Il n'y a pas d'effet, en tout cas pas qu'on sache. Que les effets positifs de l'ultrafiltration qu'on observe, notamment sont essentiellement liés à l'augmentation de la viscosité du sang. Ça, c'est pour l'aspect hémodynamique. Hein. Il y a une amélioration de la tension artérielle, enfin, lorsqu'on fait de la filtration modifiée, hein, c'est-à-dire, c'est pas de la filtration continue, mais lorsqu'on filtre le patient une fois la CEC arrêtée en fin d'intervention, avec une amélioration de l'hématocrite et une diminution des liquides, enfin des hémorragies, du sang dans les drains, qui est liée à une concentration des produits des facteurs de coagulation. C'est ce que vous recommande également ces recos qui datent un petit peu. Ils sont pour une ultrafiltration, mais vous voyez où une ultration modifiée. Alors cette ultrafiltration modifiée, j'explique rapidement. Une fois que la CEC est arrêtée, vous prélevez sur la canule aortique et vous faites passer en fait la volémie de l'enfant à travers un filtre et vous concentrez, vous y tirez de l'eau, vous faites de l'UF en fait. Vous faites ça gentiment. Alors la condition pour que ça marche, c'est qu'il y ait quand même un minimum d'hémostase. Il ne faut pas que ça fuit par tous les points, parce que là, vous n'obtiendrez pas la stabilité hémodynamique qui est nécessaire pour obtenir le bénéfice de cette ultrafiltration de fin de CEC. Et vous voyez que lorsqu'ils étudient, lorsqu'on fait la littérature, si cette ultrafiltration dure plus de 10 minutes, il y a une augmentation du niveau d'hématocrite et par voie de conséquence, une augmentation des pressions systémiques, essentiellement sur des données de viscosité. Alors, la prédiction du saignement est-elle possible? Je pense que oui. C'est l'argumentaire que je vais tenter de développer auprès de vous. Donc, l'hémostase chirurgicale, ça, c'est un scotum un petit peu de nos études, hein, parce que, enfin, ce que je peux constater, c'est que le rôle du chirurgien dans la qualité de l'hémostase post-opératoire, elle est assez importante quand même. Hein. C'est la façon de faire les nœuds, pas trop de tension. Enfin, c'est un petit mystère pour nous, anesthésistes réanimateurs, et pour ceux qui gèrent ces malades en post-opératoire, mais on sent clairement que les chirurgiens ne sont pas à égalité. Donc le problème, c'est important. Les topiques, hein, les cols biologiques, ça a quand même pas mal changé les choses, ainsi que les pansements hémostatiques. Nous, on a un rôle évidemment très important, avec ce prérequis très important, hein, pH, température, hémoglobine, calcium. Le pH, parce que le pH à 740, c'est là où les réactions, la cascade chimique de la coagulation est la plus rentable et la plus efficace. La température, c'est pareil, hein, toutes ces réactions sont optimales à 37 degrés, et j'insiste sur le 37 degrés, hein, c'est pas 36. Hein, s'il y a des études très belles de thromboélastométrie qui montrent que dès la perte de 1 degré, vos réactions, hein, les données hémostatiques de thromboélastométrie sont déjà altérées. Donc c'est vraiment un sujet. L'hémoglobine pour l'efficacité plaquettaire, hein, il faut, donc ça c'est des études adultes qu'on peut transposer à l'enfant, qui n'ont pas été faites directement chez l'enfant, mais en gros, en dessous de 30% d'hématocrite, les plaquettes ne sont pas orientées vers la source de saignement, elles sont plutôt centrales dans le vaisseau,
et donc elles ont moins d'efficacité. Et puis le calcium, vous vous rappelez que le calcium est absolument nécessaire pour, comme le pH et la température, pour que ces réactions chimiques se passent bien. Alors, comment le prédire? Bah, c'est les études de l'hémostase au laboratoire. Euh, Essentiellement la mesure du fibrinogène, ça c'est quand même informatif, savoir où on se situe en termes de fibrinogène. La thromboélastométrie vous permet de vous situer de façon assez fiable à ce niveau-là également. La numération plaquettaire, alors il s'agit que d'une numération. Il y a des études de la fonction plaquettaire qui sont de qualité variable. Nous, par exemple, on n'a pas le multiplate comme à Bruxelles. Le multiplate qui est peut-être le chose la plus efficace, hein, la plus fiable sur l'activité plaquettaire. Et ces différents éléments vous permettent de commander de façon préventive, de préparer ces différents éléments qui vont participer à la prise en charge, que sont le plasma, les plaquettes, le complexe protéogénique, le fibrinogène, et puis différents facteurs. Ça, c'est pour être un petit peu comment dire, provocateur. Je ne dis pas qu'il faut faire du facteur 7 activé, vous allez le voir. Nina Guzeta, dans un papier qui date un petit peu, montre qu'en fait, les facteurs de risque de saignement post-opératoire, hein, c'est des enfants qui ont eu une dialyse, c'est l'utilisation de l'ECMO avec un trop fort pourcentage, et c'est très lié, pour ceux qui saignent le plus, à la mortalité. Donc c'est vraiment un aid point fondamental. Très rapidement, la thromboélastométrie, vous connaissez tous. Nous, c'est le Texisès qu'on a. Le principe est assez simple, hein, c'est une étude de rapidité et de formation du caillot, et surtout de résistance de ce caillot. C'est ça, c'est issu des techniques de résistance de matériaux. Le principe, c'est de prendre du sang, de le faire stagner et d'observer par une rotation ou d'autres techniques, ici c'est l'ultrason, la formation du caillot dans les situations la pire, hein, c'est-à-dire la situation de stase. Donc ça se présente comme ça. Je passe très rapidement et vous voyez que pour reprendre le papier d'anesthésiologie et le protocole de gestion des produits sanguins de l'équipe de bruxelloise, vous voyez que l'Eurothème, qui est une marque d'un appareil de thromboélastométrie, vous voyez que c'était en fonction des données de cette thromboélastométrie, le clotting time, c'est le temps que met l'apparition, que met apparaître le caillot. Si je reviens un petit peu en arrière, hein, c'est ce temps-là. C'est le temps que met le caillot à se former. Et plot formation, donc là on vous propose de faire du plasma. Et si la force du caillot n'est pas assez importante, on suspecte soit un déficit de plaquettes, qu'il soit en numéraire ou fonctionnel, et un déficit de fibrinogène. Cette thromboélastométrie vous permet de checker l'activité du fibrinogène et vous faites votre choix en fonction des données du fibrinogène. Donc ça, c'est au moins une démarche particulièrement logique. Alors, y a-t-il une place pour le complexe prothrombinique chez le nouveau-né après CEC? Là, vous avez la situation chez ces nouveau-nés de la génération de thrombine. Ces nouveau-nés qui vont avoir une chirurgie cardiaque néonatale. En vert, vous avez la génération de thrombine de ces nouveau-nés après la CEC. Et en bleu, vous avez la génération de thrombine après administration de complexe prothrombinique. Vous voyez que ces complexes prothrombiniques sont efficaces, ils rétablissent la précocité, hein, c'est pas tout à fait équivalent, mais c'est presque ça. Par contre, c'est un puissant facteur. Enfin, la capacité, le boost de thrombine est augmenté de façon significative. Le fibrinogène,
chez le nouveau-né, eh bien, c'est pas du fibrinogène normal. Hein, quand on regarde et quand on examine euh, ces caillots de fibrine euh, chez 10 nouveau-nés, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus poreux. Hein, le réseau de fibrinogène est beaucoup moins dense et c'est pourtant un élément stratégique pour obtenir une hémostase. Hein. Si vous avez un fibrinogène anormal avec un enfant qui saigne, euh, bah, voilà, l'élément clé, c'est quand même de rétablir ce fibrinogène. Et si on vous dit que le fibrinogène néonatal est moins efficace, bah, on a envie de transfuser ce fibrinogène, que ce soit par du plasma ou du fibrinogène, enfin, du fibriga, quoi. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que l'utilisation des concentrés de fibrinogène en chirurgie néonatale est intéressant, et c'est effectivement ce qui se passe, et c'est le sujet de ce très bel article qui est assez récent et qui examine ex vivo, c'est toujours difficile d'examiner in vivo, l'aspect, la densité du tissu de fibrinogène, donc avant, après la CEC, après la transfusion et de plasma, et après la transfusion, soit de fibrinogène à 0,5 mg par millilitre, soit 0,9 par millilitre. Et vous voyez que c'est corrélé à la densité. Quand vous passez du 0,9, ben vous retrouvez et vous avez une densité de fibrinogène beaucoup plus dense qu'elle ne l'était au départ, et donc plus de nature à créer les conditions d'hémostase après une chirurgie complexe du nouveau-né. Très peu de papier sur le facteur 13. Nous, on ne l'utilise pas à Marseille. Je ne sais même pas si on l'a. Savoir que le déficit en facteur 13, bah, c'est un déficit congénital extrêmement rare, mais qui est associé à des drames hémorragiques néonataux épouvantables. Et cette publication qui date un petit peu, qui est un abstract, hein, je n'ai pas trouvé la publication qui devait suivre, suggère que l'administration de facteur 13 permet une stabilisation du caillot de fibrine et permet d'authentifier par différents examens, et notamment par thromboélastométrie. C'est une piste intéressante. On va suivre un petit peu ça. Donc chez l'enfant qui saigne, et ça c'est très important, in bleeding neonates and children, il faut reconnaître que l'élément clé, le point cardinal, c'est le saignement. Hein, on ne va pas passer des produits hémostatiques s'il n'y a pas d'hémorragie extériorisée. Donc on vous propose de faire le diagnostic d'hypofibrinogénémie, la close méthode, donc le dosage du fibrinogène et les techniques viscoélastiques. Et là, on vous propose de soit passer du cryoprécipité, soit du concentré de fibrinogène, et que l'utilisation du plasma frais ne peut être considérée que si vous n'avez pas ces produits à disposition, plutôt dans le small volume. Qu'en est-il du facteur 7? Alors, c'est sûr que le facteur 7, ça marche, c'est un puissant procoagulant. Il y a certains qui les utilisent larga manu. Nous, on l'utilise, on l'a utilisé, mais dans des situations hémostatiques très difficiles. Mais à chaque fois, on a obtenu l'hémostase et on ne sait pas si c'est vraiment le facteur 7 qui est dû à ça, ou dû à l'intensité de la réanimation hématologique. Quant à l'idée de faire du facteur 7 rapidement pour empêcher le saignement, ça c'est une hypothèse qui reste, un peu faible. Ce que suggère cet article, c'est que lorsqu'on fait le facteur 7, eh bien, il y a une augmentation des complications thrombotiques, et dans ce papier, une augmentation de la mortalité. Et là, vous voyez cette angiographie catastrophique. Hein. Tout est thrombosé, là. Je ne sais pas quoi dire. Lorsqu'on regarde cette analyse, et c'est un élément important à considérer lorsque vous réanimez ces enfants, hein, c'est une
une analyse par score de propension des effets du facteur 7 à la faveur du facteur 7. Et lorsque vous utilisez des fortes doses de facteur 7, vous avez une probabilité de thrombose qui est quand même assez importante. Donc, et ça, vous pouvez le décliner sur les autres produits procoagulants. Plus on va utiliser des procoagulants pour obtenir l'hémostase péropératoire, plus il va falloir transmettre à votre animateur l'idée que l'enfant va développer dans les suites post-opératoires probablement un profil qui va aller dans le sens de la thrombose. Donc ça a un impact sur la prévention des thromboses, sur cathéter ou thrombose en général. Il va falloir être particulièrement vigilant là-dessus. J'ajoute qu'une thrombose vasculaire, même veineuse, chez un nouveau-né, c'est quelque chose qui impacte le pronostic global, y compris en termes de mortalité. Donc c'est vraiment un élément important. Plus on fait de produits hémostatiques, plus il va y avoir, plus le risque thrombotique post-opératoire est important. C'est quelque chose qui peut explorer encore, mais qui commence à poindre par ces papiers et d'autres, notamment sur les études thromboélastométriques post-opératoires, qui suggèrent certains profils d'hypercoagulabilité. Ça, c'est un très beau travail de recherche. Et bon, bah là, ils ne s'embarrassent pas de ménagement, mais ça date un peu, on est contre. Il faut résister à l'idée de passer du facteur 7 chez le nouveau-né dans les suites de chirurgie cardiaque pour obtenir. Là, vous avez, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire sur ce journal of cardiothoracic and vascular anesthesia de 2017. Vous voyez que le taux de thrombose, lorsqu'on associe, qui se fait au prorata de l'addition de ces facteurs. Vous voyez que déjà l'adjonction de plaquettes et de cryoprécipités, vous avez un pourcentage de thrombose qui est un petit peu supérieur. Et lorsque vous rajoutez le facteur 7, alors là, vous avez un tiers de la cohorte, un tiers du groupe qui présente une thrombose vasculaire post-opératoire. Alors les conséquences hémostatiques d'une assistance, les phénomènes hémorragiques sont expliqués par beaucoup de phénomènes. La thrombocytopénie est une complication très classique au cours de l'ECMO. La physiopathologie conjugue à la fois des causes liées au patient, liées à la machine, et les seuils de transfusion, ça on va voir un petit peu après, ça a été longtemps le grand flou. Maintenant, il y a des recos, donc elles ont le mérite d'exister, mais ces recos, elles sont basées sur un niveau de preuve qui n'est pas formidable. Il peut y avoir des CIVD, il peut y avoir des fibrinolyses. Cette fameuse maladie von Willebrand acquise, qui est impossible à montrer, mais qui est décrite. Vous voyez que sur certains fragments, certains multimères du facteur Willebrand, ils peuvent devenir déficitaires. Et enfin, des processus d'hémolyse qui entraînent la libération d'hémoglobine. Les mécanismes, donc les caillots se mettent absolument partout. L'ECMO, c'est de très longue durée. L'inflammation, elle est médiée par le complément, le contact du sang et surface artificielle, et la TIH, mais tout à fait exceptionnel chez l'enfant, c'est très très peu décrit. Lorsqu'on parle des VAD, vous avez à la fois des phénomènes qui vont dans le sens de la thrombose. Vous avez vu qu'hier, on a parlé un petit peu du Berlin Heart, de ces assistances pulsatiles paracorporelles. Début de l'expérience, 30% de décès, pas mal d'AVC. Et puis au fur et à mesure de la compréhension de la physiologie qui invoque un petit peu tous ces phénomènes, ces phénomènes-là qui vont dans le sens de la thrombose, ces phénomènes-là qui vont dans le sens de l'hémorragie, eh bien on arrive maintenant à comprendre un petit peu mieux les choses et à savoir un petit peu mieux gérer et à arriver à ces pourcentages de décès qui sont entre 10 et 16%, qui sont tout à fait exceptionnels. Alors les implications de ces phénomènes hémorragiques, donc ça c'est une vieille étude rétrospective de l'ELSO, mais qui a le mérite d'exister. Vous voyez que là encore, si on s'intéresse à l'aspect cardiaque des choses, pour les ECMO post-opératoires ou sur les cardiopathies acquises, le N
est plutôt important. Et ce qu'on constate, c'est que la survie globale conforme un petit peu à ce qu'on disait hier, hein, c'est-à-dire 40% de survie pour l'ECMO néonatal, 57% pour l'enfant, que les événements hémorragiques, c'est 23% des cas, que la survie, elle est essentiellement, les effets des événements hémorragiques sont significativement corrélés à une diminution de la survie dans la cohorte néonatale et pédiatrique, et qu'en fait, c'est l'association de plusieurs complications qui augmentent, hein, vous voyez, qui augmentent progressivement qui impactent progressivement la survie. Même chose pour les complications thrombotiques. Hein, en tout cas sur cette étude rétrospective, c'est l'augmentation du nombre de complications thrombotiques lors du run, 1, 2, 3, qui impacte significativement et de façon incrémentale la survie à la fois dans la cohorte néonatale et dans la cohorte pédiatrique. Et quand on fait du prospectif, vous vous rappelez cette étude d'Heidi Dalton dont je vous ai parlé, où il y a ce chiffre de 1 à 3% de décès par jour d'ECMO, eh bien, ce sont essentiellement les complications hémorragiques qui impactent le pronostic. Et si je ne dis pas de bêtises, en multivarié, seuls les événements hémorragiques sont associés à une surmortalité. Alors, ce qui pose tout de suite l'idée de la conduite du traitement anticoagulant, hein, sur cette balance thrombose-hémorragie. Comment se fait la conduite de l'anticoagulation? Donc, une petite enquête hein, qui a été publiée. Je vous fais un petit résumé de l'évolution des mentalités à ce sujet-là. Quand on commence donc en 2013, lorsqu'on s'intéresse à l'ECMO, moi je suis arrivé dans la pédiatrie en 2004, donc j'ai regardé ces ECMO-là. Et lorsque cette étude a été publiée, donc c'est une enquête sur 121 centres affiliés à l'ELSO, beaucoup de centres pédiatriques. Vous voyez que les protocoles d'éparinotérapie sont extrêmement variables d'une institution à l'autre, donc tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de consensus, il y a une extrême disparité dans l'utilisation. On peut se poser la question, pourquoi cette disparité, hein, avec notamment cette question, les choses qu'on peut... Alors peut-être l'HNF est un mauvais anticoagulant, mais enfin, il faut être pragmatique. Jusqu'à peu, l'HNF, c'est quand même l'anticoagulant de référence. Il est pas cher, on peut l'antagoniser. La demi-vie est courte, quand on l'arrête, ça s'arrête. Enfin, c'est assez pratique. Mais après, il y a d'autres inconvénients qu'on va examiner. Et puis l'autre point sur lequel on peut agir, c'est peut-être qu'on ne sait pas très bien mesurer ces effets. Donc là, je vais vous livrer plutôt, il faut prendre ces informations, vous les avez probablement déjà, mais prenez-le plus comme quelques références bibliographiques qu'il va falloir lire. Hein, 2019, vous allez voir, on commence à s'intéresser très clairement, de façon très pragmatique, à l'idée de l'ECMO pédiatrique. Et on publie, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et on vous dit que actuellement il n'y a pas de stratégie et on suggère qu'il va falloir utiliser plusieurs tests. Hein, alors l'ACT, est-ce que l'ACT c'est intéressant? Dans l'étude de 2017, vous voyez les ranges qu'on vous proposait entre 140 et 240 hein, selon le type d'ECMO. Est-ce qu'il existe une corrélation entre l'ACT et la dose d'héparine? Bon, aucune. Donc c'est peut-être bien de le faire, mais enfin, au regard de cette absence de corrélation, les auteurs de ce premier article de fond qui consacrait au monitorage de l'anticoagulation pour les assistants circulatoires vous suggèrent que c'est peut-être pas forcément utile, c'est pas là-dessus qu'il faut investir. Ensuite, lorsque vous regardez l'utilisation de la PTT ou du TCA, hein, c'est quand est-ce qu'on le fait? Il y avait une extrême variation en 2013 sur l'utilisation. On explore la voie intrinsèque, c'est le temps nécessaire pour que le plasma du patient, pauvre en plaquettes, citraté, recalcifié, activé, forme un caillot. Donc, si vous arrivez à tirer une opinion particulière de cette manipulation biologique pour votre patient,
on vous a appris dans vos études qu'il fallait qu'il y ait un TCK 2 fois le témoin, on va appliquer bêtement la règle, mais en pratique, ça ne nous informe pas, hein. Est-ce qu'il existe une corrélation entre la PTT et la dose d'héparine? Bah, c'est pas fou, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, sur le fond, il n'y a pas eu vraiment de validation, hein. C'est validation sur les adultes, mais il n'y a pas eu vraiment de validation sur des populations pédiatriques et néonatales en particulier. Et n'oublions pas que dès lors qu'il existe une hémoglobinémie élevée, c'est-à-dire une hémolyse qui libère des éléments hémoglobinémiques, une hyperbilirubinémie et même des hypertriglycéridémies, hein, si votre patient il est sous alimentation parentérale totale, bah, la probabilité que ça reflète bien les choses n'est pas importante. Donc, les auteurs vous suggèrent que peut-être il faut l'utiliser, mais certainement pas tout seul. Les mesures de l'anti-DISA, vous voyez que c'était fait de façon un petit peu erratique comme les autres tests. Là, on a un petit peu plus de corrélation entre l'anti-DISA et la dose d'héparine, ce qui est logique, hein. L'anti-DISA, c'est pas quelque chose qui est spécifique de l'héparine, hein, mais ça mesure la présence d'inhibiteurs de l'anti-DISA. Donc, c'est pas illogique que cet anti-DISA puisse être utilisé pour réguler un petit peu la prescription de posologie d'héparine. Après, il y a une multitude de tests qui sont très variables d'un hôpital à l'autre, hein. C'est vraiment les laboratoires qui décident de quel type de test. Il faut savoir si c'est un test sans ou avec antithrombine exogène. Donc ça, c'est un élément important. Et puis là encore, quand il y a trop de triglycérides, de bilirubine et d'hémoglobine, ben, c'est des techniques colorimétriques. Donc c'est très impactant. Et pour peu qu'il y ait une petite défaillance hépatique avec une hyperbilirurie, ce qui n'est pas rare pour les formes les plus graves, hein, d'assistance circulatoire des déficits, bah, quand il dit ça, peut être un problème. Ça, c'est intéressant, je vous le donne, parce que c'est un peu la vraie vie, hein. Dans ce journal, on met des enfants sous héparine. Et donc, concernant le temps de céphaline activé, 80% des patients sont aux objectifs thérapeutiques dans les premières 24 heures. C'est le minimum qu'on peut être. Donc, pour une anti-DISA entre 0,35 et 0,7, la valeur médiane de TCK était de 147 secondes. L'anti-DISA, 11% des patients dans cette cohorte atteignent les objectifs thérapeutiques sans aucun ajustement de la dose. 15% des patients sont objectifs thérapeutiques dans les premières 24 heures. 17% n'atteignent jamais, sur les 8 premiers jours de traitement, les objectifs thérapeutiques. La durée médiane nécessaire pour être aux objectifs thérapeutiques est de 69 heures, quand même. Et une diminution et la disparition du thrombus dans 70%, donc c'est une héparine qui était prescrite pour la thrombose, est obtenue dans 70% des cas pour une anti-DISA entre 0,35 et 0,37, hein. C'est ça qui valide l'utilisation de l'héparine chez l'enfant. Donc, cette conférence et ces recommandations vous dit que effectivement, on veut une activité anti-DISA pour monitorer l'anticoagulation d'héparine. C'est ça l'anticoagulation de référence. Et que en fait, il faut probablement l'associer. Vous voyez que ces interactions d'anti-DISA, elles ne peuvent pas se faire isolément, hein. Il faut connaître le niveau d'antithrombine, il faut faire attention, il faut savoir si on a s'il y a une hémolyse, s'il y a une hyperbilirubinémie, il faut connaître la numération plaquettaire, le niveau de fibrinogène, et bien sûr tenir compte des spécificités néonatales. Simplement pour vous montrer un petit peu le type de raisonnement qu'il faut avoir, hein, utiliser plusieurs, enfin qu'il faut avoir, c'est pas impératif, mais qu'on vous suggère d'avoir, hein, c'est l'utilisation de plusieurs de ces techniques, c'est-à-dire l'association du niveau d'anti-DISA et le niveau d'APTT en fonction de la durée. Vous pouvez harmoniser de façon beaucoup plus fiable et peut-être plus précise et plus sécuritaire le niveau d'épargniothérapie en vous basant sur les doubles objectifs, en sachant que
votre but, c'est d'être entre 0,35 et 0,7 et d'avoir un APTT idéalement entre 86 et 100. C'est ça qui va, qui votre, il n'y a qu'une seule case en fait qui mérite votre attention. Tous les ajustements doivent tenir compte de cet objectif-là. Alors je tiens à dire que cette publication ne fait pas référence à l'écho, ça c'est important. Hein, le protocole que je vous ai donné, cette image fait référence au protocole que les auteurs utilisent en phase post-opératoire de chirurgie cardiaque lorsqu'une anticoagulation curative est nécessaire. Mais ce n'est pas du tout ce protocole-là qui est utilisé pour l'ECMO. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le principe d'utiliser plusieurs examens pour obtenir un monitorage un petit peu plus fiable. L'anticoagulation et l'antithrombine. Donc vous voyez que là, c'est dans une enquête qui comprend également des centres pédiatriques. Et vous voyez que les objectifs de TCK, du ratio, d'ACT et d'antidissa entre les différentes équipes qui répondent, ils sont extrêmement variables. Hein, vous voyez, même qui mettent, alors je pense que ça dépend de leur pratique, de ce qui était donné, mais ça confirme un petit peu cette grande variabilité de prescription. Même chose ici. Et pour ce qui est de l'antithrombine, vous voyez que cette enquête qui s'intéresse également à la perfusion d'antithrombine vous montre que il y a selon les centres, c'est quelque chose d'important. Mais vous voyez que c'est un privilège pédiatrique, en tout cas à ce moment-là, c'était vraiment un privilège pédiatrique de substituer l'arga manu, l'antithrombine. Je fais partie de ces gens-là qui disaient il faut le faire, mais c'était basé sur l'idée que ça permettait d'apaiser un petit peu nos prescriptions et de lisser un petit peu les insuffisances de l'anticoagulation sur la présence d'un inhibiteur physiologique, ce qui est une approximation intellectuelle quand même. On va examiner un petit peu plus tard. Il y a ce stade de la conversation, c'est pas possible de ne pas évoquer ce très beau travail d'Alexandre Mansour qui travaille à Rennes, vraiment formidable. Alors là, c'est de l'adulte, et j'aime bien cette infographie qui vous montre un petit peu l'évolution au moment où on commence la CEC. Vous avez les trois groupes, hein, donc c'est de l'adulte, c'est du véno-artériel, donc là c'est de la chirurgie cardiaque bien lourde, hein, et puis c'est l'assistance circulatoire pour infarctus sur choc cardiogénique. Vous voyez que ils identifient trois groupes, une antithrombine physiologique supérieure à 70%, un groupe pour lesquels c'est un petit peu plus intermédiaire et pour lesquels il existe un franc déficit ici, et vous avez les comportements de cette antithrombine en fonction des groupes au fur et à mesure de l'évolution de l'antithrombine. Vous voyez que globalement, l'évolution se fait naturellement vers l'apparition d'une antithrombine. Alors les perfusions d'antithrombine étaient autorisées lorsqu'elles étaient associées à un déficit inférieur à 50% et ou une antidissa qui était impossible, un objectif d'antidissa entre 0,35, minimum 0,35, qui n'était pas atteint. Vous voyez que globalement, au fur et à mesure du run, le nombre de patients qui avaient vraiment un déficit en antithrombine était exceptionnel. Et ceux qui avaient une antithrombine, on va dire, physiologique ou intermédiaire étaient largement majoritaires. Et l'idée que l'antithrombine vous permette de lisser les niveaux d'antidissa, vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation entre le dosage de l'héparine, le niveau d'antidissa et votre héparinothérapie, le niveau d'antidissa et le niveau d'antithrombine. Et c'est ce que disent ces experts, hein, ils disent il n'y a aucune évidence qui ne recommande pas l'antithrombine, et ils disent non, on ne se mouille pas, on vous demande d'étudier la question. Les plaquettes, la numération, donc ça c'est le privilège de l'ECMO, hein, c'est de passer des plaquettes en dehors sur l'idée qu'il faut être absolument au-dessus c'est une transfusion prophylactique finalement. Hein, c'est une prophylaxie de l'hémorragie dans 80% des cas lorsqu'on examine cette façon de prescrire les plaquettes dans ce papier.
la dose moyenne de plaquettes à la faveur d'un run d'ECMO, c'est 11 millilitres/kg. En moyenne, c'est 11 millilitres/kg la dose moyenne de plaquettes. Et en gros, par run d'ECMO, c'est 8 transfusions plaquettaires par ECMO run dans cette étude. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très impactant. Donc, l'idée de rationaliser cette prescription de produits transfusionnels, elle est quand même impérative. Vous voyez que sur un run d'ECMO pédiatrique, vous avez un total moyen de 92 millilitres/kg de plaquettes, ce qui est loin d'être neutre. Le fibrinogène, c'est la même chose. Il y a le fibrinogène est déterminant majeur de la force du caillot. Vous voyez que le fibrinogène, au fur et à mesure du run d'ECMO, dans cette étude, augmente progressivement, mais avec des écarts types qui sont très importants. L'hyperfibrinogénémie, elle augmente le risque thromboembolique. Vous avez ces petits papiers, moi, qui traînent dans ma tête. Chaque fois que je vois une ECMO et que je regarde un petit peu l'albumine, voir où on en est, mais alors je n'ai pas d'explication plus que ça. Vous voyez que le ratio albumine ratio semble corrélé à la survenue d'un accident ischémique lorsqu'il est inférieur à 100. En tout cas, que disent les manuels? Ils vous disent que il faut faire un petit peu tout. Vous avez le droit de faire de la CT si ça vous chante. Si vous faites du TCK, il faut qu'il y ait de l'anti-DISA. Vous avez toutes les 6 heures, et puis si c'est très apaisé, vous pouvez passer toutes les 12 heures. Le fibrinogène, on check au moins tous les jours et peut-être 2 fois par jour si la situation n'est pas stable. Même chose pour les plaquettes. Et l'antithrombine, c'est pas la peine de se jeter dessus. Ça peut être fait de façon quotidienne ou à la demande. Quant à la thromboélastométrie, ça, on va en reparler. Vous pouvez en faire une par jour ou sur des données cliniques, soit de saignement, soit de complications thrombotiques. C'est également la conclusion de cette étude qui vous suggère d'avoir un protocole d'anticoagulation pour l'ECMO. Ça est associé à une diminution, à une meilleure, une meilleure épargne du circuit, une diminution de la transfusion et une stabilité de l'anticoagulation qui est un petit peu plus affirmée. Et là, c'était pour vous montrer que les techniques de thromboélastométrie sont utiles et peuvent faire partie utilement de votre protocole anticoagulation, ce d'autant qu'on est dans des situations où l'anti-DISA n'est plus mesurable ou mal mesurable. Et donc, c'est vraiment intéressant. C'est la même chose. Existe-t-il une corrélation entre les données de thromboélastométrie et les données classiques de la biologie? Ça, c'est extrêmement variable. Là, vous avez un tracé d'un patient qui est très, très profondément anticoagulé. Là, on peut considérer que, voilà, comme qui a un peu l'habitude de lire ça, il est clairement en surdosage d'héparine. Et lorsque vous donnez de l'héparinase, c'est-à-dire que dans ces appareils de thromboélastométrie, il y a une petite cupule qui permet de tester d'emblée l'héparinase, c'est-à-dire que l'adjonction au sang du patient de l'héparinase va vous permettre d'examiner les qualités hémostatiques du sang sans héparine, et vous observez que son statut hémostatique est tout à fait bon. Et donc il y a un vrai dosage, un vrai surdosage en héparine, il faut se calmer là-dessus. L'amplitude est très faible, l'angle est minimal, et puis le début du caillot apparaît au bout de, alors si je regarde le vert, là, au bout de 36 minutes, au secours, quoi. Donc normalement, vous devriez être à 2 fois et demi le témoin, au maximum, c'est au maximum, c'est 18-20 minutes, vraiment au maximum. L'amplitude, donc c'est cette dimension-là, est associée au compte plaquettaire. Le R, c'est-à-dire le temps à partir duquel apparaît, commence, débute le caillot, est associé au TCK. Et ça, c'est une information utile. Et c'est exactement ces informations-là qu'utilise cette équipe italienne, où ils décident de monitorer l'hémostase
d'ECMO. Alors c'est d'ECMO véno-veineuse, hein, qui c'est sûrement peut-être un petit peu moins impactante en termes de rythme. Enfin, ça va être énormément de guillemets avant et énormément de guillemets après, moins d'exigences en termes d'anticoagulation. Enfin quand même. Le principe, c'est on fait rentrer les patients dans un protocole euh, classique où on commence avec de l'héparine et après on randomise en deux groupes, une gestion selon avec la biologie classique dirigée par le TCK et une autre dirigée par la thromboélastométrie. Ce que suggère ce papier, c'est qu'il y a une absence de différence entre les deux groupes en termes de complications hémorragiques et thrombotiques. Il y a une absence de différence en termes de changement de circuit. Il y a un ajustement de la dose d'épargne qui est plus fréquent dans le groupe TEG. Et si on regarde ce qui s'est passé dans le groupe TEG, la dose totale d'éparine était moins importante dans le groupe thromboélastométrie que dans le groupe biologie classique. S'il y a un article à lire, et il est très dense, au sujet qui fait le point un petit peu sur la gestion de l'hémostase et le monitorage et la gestion des produits sanguins à la faveur de l'ECMO pédiatrique, c'est cet article-là. Et c'est vraiment très important que vous le lisiez si c'est votre topic. Là, on est très clair. On vous dit que quand on fait le monitorage, eh bien, on monitore absolument tout. Hein. On fait du TCK, de l'ACT, de la PTT, des tests viscoélastiques, de l'anti-DISA. C'est mieux de faire un ensemble de choses. Il faut que vous fassiez attention au niveau de bilirubine, au niveau de triglycérides et que vous ayez un moyen de mesurer régulièrement l'existence ou non d'une hémolyse. Le dosage de l'hémoglobine libre plasmatique, tous les laboratoires ne le font pas, le nôtre en particulier. Ça y est, c'est pas la capitale. Alors, je suis navré de ces diapositives qui sont un petit peu denses, mais elle résume à la faveur de ce différent tableau toutes les situations possibles et imaginables concernant la gestion la gestion des globules rouges, la gestion des plaquettes et des différents facteurs à transfuser au regard euh, du fait que le patient ne saigne pas ou est-ce qu'il présente un saignement. Et si vous êtes dans un contexte périopératoire, que ce soit cardiaque ou non cardiaque. Donc vraiment, une publication qui est absolument centrale. Donc je vais pas rester là-dessus. Vous voyez, on examine même les saignements dans le système nerveux central, le système le pulmonaire, et enfin bref, ça c'est quelque chose d'assez important. On va juste s'arrêter là-dessus un petit peu pour vous montrer la philosophie un petit peu de cet article que je vous invite vraiment à lire. Donc vous avez un nouveau-né et un enfant sous ECMO. On vous propose d'administrer l'anticoagulant, donc c'est de l'héparine non fractionnée. Le monitoring de l'anticoagulation, c'est de l'antidisa, c'est du TCK, c'est de l'INR, du fibrinogène et des plaquettes. On vous propose une fréquence en fonction de la stabilité du patient, de la situation clinique, entre toutes les 6 heures jusqu'à une fois par jour. Bien sûr, l'anticoagulation est surveillée et titrée en fonction de ces différents, avec des objectifs d'anti-DISA qu'on vous propose entre 0,2 et 0,5 et un TCK qui, si possible, doit rester en valeur absolue inférieure à 90 secondes. Et bien sûr, on vous demande de titrer l'héparine non fractionnée en fonction de ces objectifs et on vous recommande de faire un screening quotidien de l'hémolyse. Bien sûr, cet objectif-là reste soumis aux conditions qui peuvent modifier la situation, c'est-à-dire en fonction du risque de saignement et de thrombose. Est-ce qu'il existe une hémostase normale lorsqu'on installe l'ACEC? Quelle est la qualité de cet ECMO? Est-ce que c'est une véno-veineuse ou une véno-artérielle? Pour le véno-artériel, avoir
exigences d'anticoagulation peut-être un petit peu au-dessus, et bien sûr en fonction du monitorage clinique et de résultats de viscoélastique qui, pour moi, sont le juge de paix. C'est-à-dire que si vous avez une discordance entre votre TCK et votre antidissa, soit que le TCK est très allongé, que l'antidissa ne bouge pas, ou l'inverse, une antidissa très augmentée et un TCK qui ne bouge pas, bah, c'est le moment de recourir à ces techniques de thromboélastométrie qui vont vous dire dans quel camp vous vous situez. Est-ce que vous vous situez dans l'anticoagulation extrême ou est-ce que vous vous situez dans une anticoagulation insuffisante? Lorsqu'il existe un saignement significatif, on vous propose de baisser, voire de suspendre l'anticoagulation. Bon, ça c'est les très américains, obtain surgical consultation. Et les critères d'hémostase, on vous propose comme objectif d'avoir un INR inférieur à 1,5, d'avoir un objectif de plaquette peut-être un petit peu supérieur, supérieur à 100 giga par litre, et un fibrinogène supérieur à 1 gramme par litre, et que si vous avez une situation d'hémostase, enfin de saignement critique, bah, il faut passer en protocole 1,1,1 ou 1,1,0,5. Bien sûr, monitorer les drains de façon régulière, continuer votre réanimation hémostatique et hématologique. On propose également l'administration d'antifibriноlytiques. Et puis, si ça continue à saigner, bon, là, il faut vraiment faire appel au chirurgien avec ne pas hésiter à demander l'avis au spécial, votre référent d'hémostase, considérer l'utilisation de complexes prothrombiniques. Bon, le facteur θ, vraiment dans les situations qui sont ultra menaçantes, ça, je vous ai le sentiment, ça ne se fait pas, le cœur léger. Mais en tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir des situations où on l'a fait. Et bien sûr, une fois que ce saignement est contrôlé, eh bien, il faut reprendre l'anticoagulation, etc. Le cas particulier d'EVAD, vous vous rappelez, ça c'est je vous l'ai pas montré hier, c'est la publication Princeps, la première publication. Vous voyez que c'est un peu chaud quand même. Donc on considérait à cette époque-là que c'était un succès. 67% de transplantés, 26% de décès. On était dans une situation où globalement il y avait 100% de décès. Bah, ramener ce taux de survie à 2 tiers de la cohorte, c'était quand même un succès. Et ce qui était central dans ces histoires-là, c'était quand même les complications neurologiques, les accidents thromboemboliques, avec la grande prévalence des accidents ischémiques. On a déjà parlé de cette diapositive avec la difficulté qu'on peut avoir à gérer l'anticoagulation sur ces VAD avec des facteurs pro-thrombogènes et des facteurs pro-hémorragiques. Et on retrouve un petit peu cette insuffisance de l'héparine dans vous voyez là, c'est un patient à qui on administre l'héparine avec un VAD, et vous voyez que finalement, les objectifs d'anticoagulation, c'est un petit peu, ça fait écho à la publication qui concernait l'héparine dans le traitement des thromboses. Vous voyez que les objectifs antithrombotiques, ils ne sont pas souvent rencontrés. Et puis, il y a, l'HNF marche de façon retardée. Les patients sont rarement fenêtre thérapeutique, en tout cas, dans ce patient-là, c'est le cas. Et puis, il y a aussi l'idée du prélèvement qui est fait sur une voie héparinée où il n'y a plus qu'une voie. Enfin, ça pose tout un tas de problèmes techniques. Il faut être extrêmement rigoureux là-dessus. Là aussi, c'était lorsqu'on a commencé les VAD, chacun y allait de son protocole, vous voyez, avec la dose d'héparine, les objectifs de plaquettes, les posologies vous voyez, le dipyramidol à 1 mg kg, l'aspirine à 0,5 mg kg. Vous voyez, chacun avait son idée. Et les choses ont commencé à bouger lorsqu'on a commencé à se rendre compte que si on voulait parler d'anticoagulation, c'était important qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse, enfin, ou un groupe de personnes qui s'intéressent particulièrement au chevet du malade,
à ces processus hémostatiques et qui soit extrêmement vigilant. Idéalement, il faut bien sûr avoir un lien avec le laboratoire d'hémostase. Vous voyez que les auteurs de ce papier considèrent que une fois qu'on a eu une personne pour s'occuper de l'anticoagulation de ces patients, bah, il y a eu une diminution des événements neurologiques, mais pas que. Au départ, les protocoles qui étaient recommandés, c'était ce qu'on appelle le protocole d'Edmonton, hein, qui a eu le mérite de l'écrire et de quand même mettre les choses à plat pour. Faut pas hein, donc l'idée, c'était de mettre de l'héparine à forte dose. Et surtout, l'idée, c'était d'utiliser de l'aspirine et de la persentine, hein, du dipyridamol, mais dont les posologies étaient titrées hein, au regard des données thromboélastométriques. C'est-à-dire que l'idée, c'était extrêmement séduisant. Hein. C'est-à-dire qu'on va viser 80% d'inhibition plaquettaire, que ce soit sur la voie de l'ADP ou la voie de l'acide arachidonique, hein, puisque le dipyridamol agit un petit peu sur la voie de l'ADP. Et on va viser 80, enfin là c'est supérieur à 70% d'inhibition. Et normalement, on doit avoir une inhibition plaquettaire nickel. Si l'héparine est bien faite, on ne doit pas avoir d'AVC. Et donc c'est pas du tout le cas. Donc et David Rosenthal, il publie le protocole de Stanford, excusez-moi, qui écrivait où globalement, là aussi, il faut faire de l'héparine à forte dose. Et vous voyez, on met de l'aspirine, on met du dipyridamol et on rajoute du Plavix, du clopidogrel. Et puis c'est pas des petites doses, hein, vous voyez, c'est là c'était titré pour inhiber 70%. Là, on ne tient absolument pas compte des données d'agrégation plaquettaire. Ce que disent les auteurs, c'est on met le max, hein, 30 mg kg d'aspirine, 15 mg kg jour de dipyridamol, et on monte progressivement le Plavix jusqu'à 1 mg kg jour. Voilà. Et on introduit une corticothérapie systématique dès que le fibrinogène dépasse 6 grammes par litre. Et sur cette base-là, en fait, les auteurs observent une diminution très significative des accidents vasculaires ischémiques et d'une façon générale, une diminution de tous les changements de pompe, bien sûr, hein, puisque ça va avec. Ils n'ont pas tellement plus de saignement et une diminution de tous les événements adverses sérieux. Très belle publication, ça aussi c'est un article, je pense qu'il est en accès libre hein, sur le site de la ZAIO, qui fait un petit peu le point sur les leçons qu'on a retenues de la pratique de l'anticoagulation. Là, vous avez comme référence ce protocole d'Edmonton, hein, vous avez 5,1 AVC ischémique pour 1000 jours d'assistance. Et ces auteurs, donc ça c'est des auteurs américains, et vous savez, ils ont une espèce de consortium nord-américain où ils s'échangent les données, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont fait une base de données nord-américaine, ils ont mis tout leur data là-dedans, et ils ont publié avec plusieurs événements. Premier événement, le protocole de Stanford qui diminue de façon très importante, de façon assez significative, la fréquence des AVC. Et puis, il y a l'Action, donc ce qu'ils appellent, donc l'Action, c'est leur système qui réunit tous les. Donc là, à Stanford, c'est 3 antiagrégants plaquettaires, enfin peut-être 2, parce que le dipyridamol, tout le monde ne l'a pas. Enfin, surtout, il est souvent en rupture de stock, donc en pratique, 2 à 3 anti-agrégants plaquettaires, mais surtout qui sont mis rapidement à posologie maximale. Donc on obtient une anti-agrégation plaquettaire. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas confiance au monitorage de l'agrégabilité plaquettaire. Trop de variabilité, et puis l'expérience d'Edmonton a beaucoup refroidi la confiance qu'on a dans ces événements. Et puis le deuxième élément, ça a été l'introduction de la bivalirudine comme un anticoagulant qui peut être
que l'on peut substituer à l'héparine non fractionnée. Et globalement, ce que retient cette étude, qui pour le moment n'est pas prospective, hein, c'est des données que ces équipes nord-américaines distillent dans la littérature en disant vous devriez voir, nous on constate qu'avec la bivalve, il y a moins d'AVC. Et voilà, c'est dit comme ça et on doit se débrouiller avec ça. Et la première publication dans des journaux un petit peu cardiologiques, hein, c'est celle de août 2024, où il y a une tendance, enfin il n'y a pas une tendance, hein, c'est statistiquement démontré, mais sur une cohorte rétrospective, donc qui est soumise à question. Mais quand même, on voit que l'utilisation de la bivalirudine diminue le nombre lorsque comparé à l'HNF. Et vous voyez que c'est du paracorporel, euh, enfin toute assistance confondue. Eh bien, la bivalirudine diminue l'incidence des complications thromboemboliques. Et la deuxième situation, puisque l'idée, le titre, c'est quels sont les facteurs de risque thromboemboliques pédiatriques chez les patients qui ont une assistance circulatoire. Hein. Donc, on a interrogé la base de données de la Société de chirurgie thoracique américaine. L'utilisation du paracorporel continu, hein, c'est un petit peu ce que je vous ai dit hier, était vraiment, c'est pas possible. Quoi. Il y a trop d'événements thromboemboliques et c'est ce qu'on a constaté alors qu'on se disait, tiens, ça doit être intéressant. Le contrôle du risque hémorragique dans les assistances paracorporelles pulsatiles dépend de la sélection attentive du bon candidat, d'une normalisation prévade, préimplantatoire de l'hémostase, d'une technique chirurgicale orientée vers l'obstention d'une hémostase chirurgicale post-opératoire aussi parfaite que possible. Ce qu'on veut dire, c'est que moins le patient saigne en phase post-opératoire précoce, plus vite vous allez pouvoir enchaîner sur un traitement anticoagulant efficace et donc vous diminuez l'incidence des événements thromboemboliques. Si vous vous souvenez bien des courbes du cours d'hier, hein, ces complications thromboemboliques, elles sont surtout précoces. Hein. C'est le premier mois. C'est les 3 à 4 premières semaines où là, elles apparaissent. Deuxième chose, patch de Gore-Tex pour les sutures sur les canules de gros vaisseaux. Hein. On ne met pas les canules directement sur les gros vaisseaux. Ça saigne. Si on interpose un petit patch de Gore-Tex, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis surtout, au retrait, c'est quand même vachement plus facile. Hein. Il suffit de faire un nœud sur le Gore-Tex et puis on retire la canule. L'hémostase des gros vaisseaux est faite. Disposition des canules de nature à assurer un remplissage et une vidange des ventricules artificiels facilité. Hein, la tunnelisation, c'est pas une tunnelisation d'un Broviac ou je ne sais quelle voie centrale. C'est un tube qui est extrêmement sérieux. Ça se calcule, ça s'évalue à l'avance. Et c'est particulièrement critique à cet égard. Et puis vous avez fait ainsi pour ceux qui l'ont fait. Cette tunnelisation, c'est un geste chirurgical hein, quand même. Hein, c'est quelque chose qui est quand même assez important, quoi, hein, assez traumatique. Là, on vous dit qu'il faut tout faire pour obtenir l'hémostase, hein, le chirurgien, mais l'anesthésiste réanimateur aussi. Hein, il faut utiliser ces produits procoagulants opératoires pour que l'enfant ne saigne pas une fois arrivé en réanimation. On reste en salle d'intervention tant que l'hémostase n'est pas obtenue, ça ne bouge pas. Et on vous précise, les auteurs vous proposent de ne pas vous fier à l'échocardiographie, bien qu'elle soit très utile, c'est un bon examen au lit du malade, mais le scanner, dans leur expérience, hein, la TDM est bien supérieure pour éliminer un épanchement péricardique que l'écho. Ça, je pose ça sur la table, je vous laisse juge de ce qu'ils disent. Il faut une technique irréprochable dans le prélèvement des bilans, donc une voie dédiée à l'héparine et puis une voie dédiée à distance si possible pour prélever. Toujours considérer qu'arrêter l'héparinothérapie en dehors d'un événement hémorragique significatif est une procédure risquée. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on doit se poser comme question. Le contrôle du risque thrombotique, éviter toute connectique supplémentaire. Hein, l'idée de rallonger artificiellement les canules pour prévoir le changement de VAD qui va rogner petit à petit sur les canules, vous voyez, hein, tous ces changements, ça rejoint un petit peu ce qu'on imagine lorsqu'on met des circuits d'ECMO. Hein. Il ne faut pas de variation de calibre, éviter les connectiques, tout ça, c'est des éléments sur lesquels le caillot se met.
Hyperfibrinogénémie, corticothérapie. Vous voyez ici, lorsque vous ne faites pas de corticoïdes, eh ben, la normalisation du chiffre de fibrinogène, bah, il met beaucoup plus de temps que lorsque vous faites des corticoïdes. Donc c'est un élément qui peut participer, qui participe, c'est suggéré par des études rétrospectives, ça diminuait le risque thromboembolique. Bien sûr, l'examen attentif des ventricules, euh, les changements sur des données objectives qu'on a vu hier, taille, couleur, mobilité. Ne pas faire confiance aux analyses de la fonction plaquettaire, c'est comment dirais-je, le message de l'équipe de Stanford. Avoir une procédure stroke clairement établie et efficace. Donc, il faut aller voir vos radios interventionnelles et aller voir les équipes stroke pour définir a priori la prise en charge de ces patients. Ce que vous disent aussi les réanimateurs, mais ça c'est un élément à la mode, mais qui est particulièrement pertinent, c'est une désintensification rapide. Plus vite votre enfant il va être détaché de tous ces drains, de tous ces câbles de monitorage, plus vite vous allez avoir une réparation, une croissance, une amélioration calorique et diminuer le risque. Et comme toujours, c'est central, dès lors qu'on fait des choses complexes, une bonne communication dans l'équipe. Là, à ce stade, en tant que Marseillais, je ne ferai pas le malin. Merci de votre attention et j'espère, je suis à votre disposition. Là, on a un petit peu quelques minutes pour discuter, si vous le souhaitez. Mais de rien, Justine. Alors, nouveau message. Bonjour. Comment se fait l'évaluation de la ventriculo... Alors ça c'est pas moi. 11h18. Voilà. J'attends vos questions si vous en avez. Lisa, est-ce qu'il y a toujours une contre-indication à garder l'hypothermie thérapeutique chez les nouveau-nés en anoxie périnatale sous ECMO? Bonne question. Nous, je crois qu'on garde l'hypothermie néonatale sur les anoxoïschémies. Après, anoxoïschémie néonatale et ECMO, j'ai pas de data particulier là-dessus. Le pronostic doit être assez sombre. Voilà. Mais vos troubles de la coagulation, je comprends votre question, c'est-à-dire que vous intégrez l'hypothermie comme un facteur de risque hémorragique au regard de ce que fait l'hypothermie sur la cascade de coagulation. Il suffit simplement d'en tenir compte. C'est l'intérêt de la thromboélastométrie là aussi, puisque vous mettez votre sang tout de suite. Bon, il est un petit peu réchauffé, mais vous avez une idée claire de ce qui se passe. Mais personnellement, au regard du bénéfice de l'hypothermie thérapeutique et des objectifs de température dans cette indication-là, et surtout le fait que grâce à l'ECMO, vous contrôlez parfaitement votre température, je le fais quand même. Pour moi, ce n'est pas une contre-indication. Alors, Justine, chez les nouveau-nés qui ont une antithrombine basse en ECMO, est-ce qu'il faut les supplémenter au-dessus de 60%? C'est pas sûr. Ce que j'entends par ta question, c'est tu veux compenser un chiffre d'antithrombine. Or, la philosophie de ce que je vous ai dit est un petit peu différente. Si vous avez un déficit en antithrombine chez le nouveau-né en dessous de 60% et une difficulté, une impossibilité d'aller vers les objectifs d'antidisa et de TCA demandés, là, il peut y avoir une indication de transfusion d'antithrombine. Et encore, c'est basé sur pas grand-chose. Mais substituer l'antithrombine systématique au regard du chiffre d'antithrombine indépendamment du reste, certainement pas.
Alors, je retiens jamais de supplémentation prophylactique en produits sanguins en chirurgie cardiaque. Y a-t-il un... Alors, je retiens jamais de supplémentation prophylactique en produits sanguins en chirurgie cardiaque. Je suis assez d'accord avec ça. Y a-t-il un rôle du Rotem per CEC pour anticiper le saignement post-CEC? Euh, oui, oui, puisque nous, par exemple, notre protocole d'hémostase fait que, en général, juste avant le déclampage, en fonction des temps opératoires, on anticipe le déclampage en circulation extracorporelle. On envoie notre bilan au laboratoire d'hémostase et il nous arrive de faire à ce moment-là une thromboélastométrie. Bien sûr, le patient est toujours sous héparine, donc si vous en tenez au tracé de base de thromboélastométrie, vous n'allez avoir aucun processus d'anticoagulation qui va apparaître, hein, puisque l'héparine, normalement, antagonise totalement l'anticoagulation, ce qui en pratique, sur les tracés de thromboélastométrie que je vous ai montré, se manifeste par une ligne droite. Hein, il n'y a aucun écart entre les deux lignes. L'intérêt des techniques actuelles de thromboélastométrie, c'est que s'y adjoint une analyse avec de l'héparinase, qui antagonise totalement l'héparine, de sorte que vous pouvez imaginer quel est le statut hémostatique de votre patient sous la CEC. Sur cette base-là, vous pouvez faire venir les plaquettes, utiliser du complexe prothrombinique et anticiper une perfusion de fibrinogène et tout sur ces données-là. Donc la réponse est oui. Y a-t-il eu des études qui démontrent ça? Pour ce que je sais, les études le suggèrent, mais le démontrent, je ne suis pas sûr. Très beau travail de recherche aussi, surtout en néonat. Si vous arrivez à faire ça, c'est très chouette. Oui, et puis c'est important de dire que ce que je retiens de ta phrase, vitesse, c'est que jamais de supplémentation prophylactique de produits sanguins. Voilà, l'élément clé, c'est est-ce que le patient saigne, hein, et bien sûr, la prophylaxie, on peut transfuser sur un niveau d'hémoglobine aussi, hein, au prorata, rappelez-vous, hein, DIU cardiopathie congénitale, donc il peut y avoir des objectifs d'hémoglobine en tant que tels, qui méritent questionnement, hein, ça je renvoie à toutes les études de Jacques Lacroix, qui clairement nous fait penser qu'on peut baisser un petit peu nos seuils de transfusion, hein, puisque, enfin, si vous vous souvenez bien des recommandations, enfin de ce que suggère Jacques Lacroix, c'est sur le patient stable. Donc la notion de stabilité, elle est quand même floue. Est-ce que lorsqu'on sort de CEC, on est stable? Ça, c'est pas sûr. Et puis nous, dans ce DIU, peut-être qu'on vous enseigne aussi des niveaux d'hémoglobine au prorata de l'existence d'une cyanose préopératoire et tout ça. Donc ça sont des éléments qui peuvent un petit peu pondérer l'aspect prophylactique du produit sanguin, notamment des globules rouges. Mais ce qui est sûr, c'est que les produits hémostatiques, s'il y a zéro saignement, en principe, c'est ça qui trigue votre intervention dans le saignement. Après, vous pouvez anticiper la transfusion de produits hémostatiques sur des chirurgies particulièrement à risque. Je pense au Norwood, je pense à des chirurgies néonatales telles que le switch artériel, voilà, où quand même vous avez des sutures sur les deux gros vaisseaux, des patchs sur les coronaires, donc c'est sûr que ça va saigner, hein. C'est un choc hémorragique expérimental, cette affaire. Donc il faut que vous présentiez une hémostase au moins physiologique au moment où on va faire la protamine pour que ça ne saigne plus, hein. C'est clair. L'idée, il y a un intérêt de prévenir la surtransfusion. Donc, se mettre dans des conditions hémostatiques physiologiques au regard de la thromboélastométrie, etc., oui, je pense que oui. Il y a un beau travail à faire. Après, il faut savoir quelle quantité. Est-ce que la thromboélastométrie, je vais vous guider sur la quantité de produits à donner. Tout ça, il y a un champ d'exploration incroyable, hein. Vraiment. C'est passionnant. J'aime bien ce métier.
Pas d'autres questions? Prévenir Mirella que j'ai fini. Moi, ce que je vous propose, bah, c'est merci pour votre écoute et puis pour toutes ces questions. J'espère que ces deux topos vous auront intéressé. Je me tiens à votre disposition pour